Bonjour à tous, vous êtes des habitués de ce webinaire, vous êtes de plus en plus, vous connaissez maintenant le principe. On va attendre quelques minutes afin que tout le monde arrive. Donc, vous êtes nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que nos mini-webinaires ont de plus en plus de succès. Le bien-être au travail est un sujet qui touche pas mal d'entre vous, d'entre nous d'ailleurs, moi aussi en tant que dirigeante et employeur. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu les 5 obligations principales en matière de bien-être au travail. Voilà, je vous laisse toujours arriver, on en entend encore quelques-uns. Vous êtes tous en train d'entrer l'un après l'autre dans notre mini-webinaire. Donc, comme d'habitude, on essaye de tenir le timing, 15 minutes, 5 slides, 3 questions. Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue dans ce mini-webinaire relatif au bien-être au travail. Nous allons passer sur les 5 obligations principales dans le chef de l'employeur. Bien sûr, il y a aussi des obligations dans le chef du travailleur, mais en 15 minutes, on n'a pas le temps de les aborder. Je vais essayer d'être concise. N'hésitez pas en cours de route à me poser vos questions, même si j'y répondrai après. Vous avez votre petit onglet dans Zoom pour poser les questions, donc surtout faites-les parvenir au fur et à mesure. C'est toujours agréable d'avoir des interactions dans le cadre de webinaires. Alors, premier élément, c'est qu'est-ce qu'on entend par le bien-être au travail. Donc, on entend un petit peu tout à ce sujet. Eh bien, le bien-être au travail, donc je l'ai dit précédemment, c'est essentiellement des obligations de la part de l'employeur de s'assurer qu'un certain nombre de règles et de mesures sont prises au niveau de l'entreprise. Donc, non seulement il y a des mesures relatives à la sécurité, mais l'employeur peut aussi prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail. À l'heure actuelle, avec la génération Z particulièrement, donc les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, on se rend compte que la prise en compte de ce bien-être au travail est fondamentale et importante pour la croissance de l'entreprise. Si l'employeur ne tient pas compte, hormis ses obligations, d'un certain bien-être au travail pour ses travailleurs, l'entreprise va stagner et va rester sur quelque chose de standard. Donc, le bien-être au travail, c'est bien un ensemble de mesures et de facteurs où l'amélioration des conditions de travail ou la sécurité, et ça sert pour la croissance. Alors, première obligation, donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, la première obligation de l'employeur en matière de bien-être, c'est analyser les risques. Donc, force est de constater que dans les entreprises que Legal PME accompagne, il y a énormément d'entreprises qui n'analysent pas les risques. Alors, on peut se dire que dans un travail de bureau, finalement, les risques, ils sont minimes, oui, c'est vrai. Par contre, pensez simplement à un travailleur qui a mal au dos, mais c'est peut-être intéressant de changer son siège de bureau, ou bien, moi j'ai une de mes collaboratrices qui a des petites jambes, pour qu'elle soit bien installée à son bureau, elle a quelque chose pour reposer ses pieds, et donc ça fait partie d'une analyse de risque sur le bien-être au travail. Et c'est pas parce qu'on fait un travail où on se dit, tiens, il n'y a pas de risque, qu'il n'y en a pas du tout, il peut y en avoir. Alors, parmi ces risques, il y a effectivement les dangers qui peuvent être un risque isolé pour une personne ou bien des évaluations globales. Vous avez par exemple dans cette analyse de risque en matière de bien-être tout ce qui est électricité. On travaille dans un secteur logistique, vous allez avoir tous les risques de choses qui vont traîner par terre. À l'inverse, vous pouvez avoir un risque isolé s'il y a un travailleur qui est amené à conduire un Clark ou monter régulièrement sur une échelle. Donc ça, c'est le rôle de l'employeur de vraiment faire cette analyse de risque pour pouvoir ensuite prendre les mesures qui vont être nécessaires, qui vont être des mesures qui vont être adaptation de l'environnement de travail ou adaptation des équipements de travail. L'adaptation de l'environnement de travail, ça va être peut-être sécuriser certains endroits. Des travailleurs qui sont habituellement dans les escaliers qui montent et qui descendent, eh bien, il faut sécuriser ces escaliers. À l'inverse, si vous avez un Clark qui est de mauvaise qualité ou bien vous avez, je ne sais pas moi, des échelles qui sont défectueuses, il faut adapter les équipements. Vous pouvez avoir un problème de chaise de bureau qui date depuis 10 ou 15 ans et qui ne correspond plus aux besoins morphologiques actuels des personnes, etc., etc. Donc, l'employeur a non seulement l'obligation d'identifier les dangers, il doit forcément les évaluer et ensuite, il devra prendre les mesures nécessaires pour faire les adaptations requises.
Alors, dans le bien-être au travail, dans l'analyse des risques, vous allez par exemple avoir aussi, j'ai parlé de la sécurité, échelle, etc. Mais la semaine dernière, on a connu de grosses chaleurs. Ici, chez nous, il pleut. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, donc la question ne se pose plus. Mais au niveau des grosses chaleurs, vous avez aussi la nécessité d'adapter l'environnement de travail. Ça peut être via un air conditionné, via du télétravail, via des pauses régulières, via le fait de bouger pour certaines personnes. Et donc, l'employeur a cette responsabilité pour le bien-être de ses travailleurs. La deuxième obligation, c'est assurer la prévention et la protection au travail. Donc, je l'ai vu précédemment, donc c'est l'analyse de risque. Il doit de ça assurer la sécurité au travail en prenant les mesures nécessaires. Il doit aussi protéger la santé des travailleurs. Alors, c'est vrai qu'au niveau santé, on pense souvent à la santé physique. Aujourd'hui, il y a un grand vecteur de santé mentale des travailleurs et donc il va devoir faire le nécessaire pour éviter tout ce qui est difficultés liées aux risques psychosociaux. J'y reviens un petit peu plus tard à ce niveau-là. Alors, parmi cette protection au travail, l'employeur, en principe, a l'obligation d'avoir un conseiller en prévention, sauf s'il y a moins de 20 travailleurs. Dans un cas comme ça, c'est l'employeur qui remplit le rôle de conseiller en prévention. Comme le tissu économique de la Wallonie, et parmi vous, il y a énormément de petites entreprises qui participaient au webinaire aujourd'hui, c'est possible que l'employeur soit le conseiller en prévention. C'est pas toujours évident en tant qu'employeur d'être conseiller en prévention parce qu'on n'a quelque part pas que ça à faire, bien sûr, mais ça vaut la peine de se documenter et de réfléchir un petit peu aux mesures qu'on doit prendre, aux mesures qu'on devrait prendre et à ce qui est applicable au secteur dans lequel on est. À cet effet, par exemple, vous avez beaucoup de documentation sur le site du ministère de l'Emploi et du Travail qui peuvent permettre à l'employeur d'un secteur de prendre les mesures nécessaires quand on est dans des toutes petites entreprises. Troisième obligation, je l'ai dit, c'est prendre la santé physique, donc prévention et protection au travail. Ici, on va mettre un focus sur les aspects psychosociaux. Alors, qu'est-ce que c'est les aspects psychosociaux? J'ai envie de dire que c'est la problématique de notre siècle actuel. C'est tout ce qui va tourner autour du stress et du burn-out. Donc, un stress au travail fait partie du risque psychosocial. On va avoir tout ce qui est harcèlement, donc harcèlement moral, mais aussi harcèlement sexuel dans une certaine mesure. Et puis alors, troisième aspect, c'est l'abus d'alcool et de drogue. Contrairement à ce qu'on croit malheureusement, la drogue chez la génération Z est fort présente. On pense surtout au cannabis. Et ça, l'employeur a pas mal de mesures à prendre, de possibilités de prendre en compte ces aspects psychosociaux. Alors, tous ces risques psychosociaux, ils ne proviennent pas uniquement du secteur privé, de la vie privée du travailleur. Les risques psychosociaux sont toujours un mix entre le privé et le professionnel, souvent en tout cas un mix entre le privé et le professionnel. Dans ce cadre-là, l'employeur va devoir réfléchir, analyser l'organisation et la charge de travail qu'a le travailleur. Est-ce que le travailleur a trop? À l'inverse, est-ce que le travailleur n'a pas assez? Parce que j'ai parlé du burn-out, mais aujourd'hui, on se rend compte dans les aspects psychosociaux, il y a aussi le bore-out. Le bore-out, c'est l'ennui au travail. Un travailleur qui n'a rien à faire risque aussi de tomber malade, non pas de surcharge de travail, mais de trop peu de travail. Donc, il y a cette organisation et cette charge de travail. Il y a les conditions de travail dans lesquelles on les exerce. Est-ce qu'on les exerce calmement? Est-ce qu'on les exerce sous pression? Est-ce qu'on les exerce avec des collègues avec qui ça ne va pas, etc., etc. Et donc, pour rebondir sur ces conditions de travail, les risques psychosociaux doivent également prendre en compte les relations au travail. Si tout d'un coup, je me retrouve à travailler avec quelqu'un qui, par le passé, a posé problème, harcèlement, par exemple, ou bien pression trop importante, bien, ça peut générer des mauvaises relations de travail. Et dans ce cas-là, les règles relatives aux aspects psychosociaux ne sont plus tenues. Donc, l'employeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va devoir prendre des mesures de prévention. Et puis, quand il se rend compte qu'il y a une situation qui est problématique, il va devoir prendre des mesures pour limiter les dommages. Dans l'exemple, par exemple, d'un burn-out, est-ce qu'il ne faut pas revoir l'organisation du travail pour que le travailleur ne s'ennuie plus et lui confier d'autres tâches, lui confier d'autres choses, l'inviter à s'auto-former, etc. À l'inverse, un travailleur qui a trop de travail, est-ce qu'il ne faut pas répartir la charge de travail sur d'autres personnes ou revoir cette organisation de travail, revoir les délais, etc. avec le travail. Donc, il y a cet aspect qui doit être de plus en plus pris en compte et qui malheureusement est pas mal négligé au niveau des petites et moyennes entreprises.
Je reviendrai à vos questions et réponses après, parce que je vois qu'on commence à me poser des questions et c'est très bien, j'y reviens. Alors, quatrième et cinquième obligation, on les a mises ensemble puisque c'est très proche. La quatrième, c'est informer les travailleurs. La cinquième, c'est former les travailleurs. Alors, premièrement, c'est bien d'avoir fait notre analyse de risque, c'est bien d'avoir pris en compte tous ces risques psychosociaux, mais maintenant, il faut informer les travailleurs. Quels sont les risques potentiels? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quelles sont les consignes de sécurité qui sont en lien avec ces risques potentiels? Troisième élément, c'est donner les personnes de contact. Je me remarque, je reprends un exemple facile, mon échelle est cassée, ça devient dangereux, etc. Ça ne répond plus aux consignes de sécurité. À qui j'en fais part? Dans les PME, ça va souvent être l'employeur qui est responsable ou un conseiller en prévention, un travailleur qui aurait cette casquette supplémentaire de conseiller en prévention. Dans les grandes entreprises, c'est parfois plus difficile de savoir qui contacter, donc c'est important. De la même manière, le travailleur doit être aussi informé des premiers secours. Qui je contacte? Et les numéros de téléphone qu'il faut utiliser. Alors, on me rétorque souvent, oui, mais c'est dans le règlement de travail. Oui, c'est vrai, c'est dans le règlement de travail. Ce sont des mentions qui sont reprises dans le règlement de travail. Mais de un, il est peut-être plus à jour. Et de deux, le travailleur n'a pas toujours le règlement de travail sous la main. Donc, c'est intéressant de faire des affichages ou donner un livret d'accueil que le travailleur peut toujours avoir avec lui, avec toutes les informations nécessaires. Ça, c'était la partie information. Deuxième partie, dernière obligation, c'est former les travailleurs. Alors, cette formation, elle peut être, c'est pas nécessaire d'envoyer le travailleur en formation relative à les risques psychosociaux, le bien-être au travail, etc. Ça peut être tout à fait fait en interne au niveau de l'entreprise. C'est intéressant de lui donner des aspects généraux sur le bien-être au travail. C'est quoi le bien-être au travail? Qu'est-ce que moi, travailleur, je peux attendre de la part de mon employeur? Et à l'inverse, qu'est-ce que moi, employeur, j'attends de la part de mes travailleurs quand il y a un risque qui se présente? Donc, vraiment, on forme le travailleur sur les aspects généraux, mais on va aussi former le travailleur sur les risques qui sont liés à sa tâche ou à son poste de travail. Je reprends mon exemple de travail de bureau. Et voilà, une fois par an, c'est intéressant d'informer les travailleurs sur comment s'asseoir sur sa chaise de bureau, à quelle hauteur doit être son écran. Beaucoup de travailleurs, force est de constater, ont un écran trop haut ou trop bas. Voilà, à titre informatif, le haut de l'écran doit être à la hauteur des yeux. Pour la chaise, les pieds doivent être posés à plat sur le sol afin que le travailleur soit dans une posture correcte. Même chose, les travailleurs de bureau, les inciter à bouger régulièrement. Ce sont des choses qui font que le bien-être au travail est intéressant. Alors, ça, c'est pour le travail de bureau. Pour le travail plus manuel, eh bien, ça va dépendre de chaque fonction qui est exercée. Si je dois porter des collants régulièrement, comment je poste mon dos pour protéger mon dos. Voici en quelques minutes, notre mini-webinaire, c'est toujours 15 minutes, les obligations principales en matière de bien-être au travail. Ce sont des pistes pour vous permettre de réfléchir chacun par rapport à votre activité et voir si finalement, au niveau de votre entreprise, vous êtes dans le bon, le moins bon ou le carrément mauvais. Et alors à ce moment-là, c'est vraiment nécessaire de prendre des mesures. Alors, j'ai le temps de voir des questions. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui m'ont posé des questions. Donc, je vais commencer par prendre ces questions-là. N'hésitez pas à en poser d'autres. On risque peut-être de dépasser un petit peu le timing, mais ce n'est pas très, très grave. J'ai quelqu'un qui me demande, notamment, si le cas du harcèlement, si c'est un travailleur qui subit du harcèlement avec des clients ou d'autres collaborateurs externes, est-ce qu'il faut impliquer le conseiller en prévention? Attention que le harcèlement, ça fait partie des risques psychosociaux au travail. Donc, on va se retrouver soit avec, normalement, le règlement de travail de l'entreprise mentionne toute une série de procédures. Le harcèlement, c'est non seulement dans le cadre interne, mais c'est également par rapport aux personnes externes de l'entreprise. Donc, si un travailleur subit du harcèlement de la part des clients ou d'un indépendant qui vient collaborer régulièrement, l'employeur est tenu de prendre des mesures pour limiter le dommage par rapport à son travailleur. C'est-à-dire, si c'est dans le cadre d'un client, qu'est-ce qu'il faut faire? Le travailleur ne doit plus traiter avec ce client-là. Il faudra trouver un autre travailleur qui traite avec ce client. Si le conseiller en prévention doit être contacté, ça va dépendre si on met en place une procédure formelle ou une procédure informelle. Dans un premier temps, c'est toujours à l'employeur de prendre des mesures, et puis c'est au travailleur éventuellement de prendre contact avec le conseiller en prévention externe, qui est dans ce cadre-là le conseiller en prévention risques psychosociaux qui dépend de la médecine du travail. J'ai une autre question, Alexander Bauer, qui me dit qu'on définit plus largement la santé. Tout à fait. Donc, il faut bien se dire que les risques psychosociaux, je les ai expliqués en large, en
rapide, mais les risques psychosociaux, c'est vraiment tout ce qui est lié au psychosomatique, on va dire ça comme ça, dans le cadre du travail. Et donc, ça peut être bien sûr lié au stress, au burn-out, ça peut être lié aux relations, je l'ai dit, aux relations de travail, ça peut être lié aux conditions de travail. Donc, c'est vraiment tout ce qui est lié au travail dans son ensemble. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'information qui est donnée. Donc, c'est tout à fait ça, les risques psychosociaux. Alors, j'ai plein d'autres questions. J'ai Arnaud qui me demande si les risques psychosociaux sont uniquement liés à la relation employeur-travailleur, mais j'ai déjà répondu à cette question en disant que c'est aussi vis-à-vis d'un sous-traitant ou d'un indépendant contracté. Donc, c'est vrai que par rapport à un sous-traitant, il faut être tout ce qui va être risques psychosociaux, ça va dépendre. Vous n'avez pas d'obligation par rapport à votre sous-traitant. Donc, si vous sous-traitez quelque chose, ben, c'est lui qui va devoir respecter ses propres obligations. Vous n'allez pas nécessairement devoir gérer tout ce qui est risque. Tout va dépendre de la convention de sous-traitance que vous avez conclue avec cette personne. Si c'est un indépendant contracté, même chose, tout va dépendre de la convention que vous allez avoir. Par contre, si votre indépendant a des relations avec vos salariés, je reviens à ma réponse précédente qui est de dire, ben, comme il y a un salarié qui est dans la relation, vous allez être responsable par rapport à ce salarié. Donc, vigilance par rapport aux conventions de sous-traitance que vous signez pour voir jusqu'où va votre responsabilité en matière de bien-être au travail. Parfois, les sous-traitants reportent sur le maître d'ouvrage. Ce n'est pas tout à fait légal, mais il faut être vigilant à ce niveau-là. Voilà, j'ai répondu à vos 3 questions. A priori, il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. On a dépassé notre midi-quart, mais ce n'est pas grave. Alors, pour ceux qui nous connaissent, nous éditons des livrets périodiques. Vous commencez à les connaître. On a de plus en plus d'abonnements à ces livrets qui touchent systématiquement un sujet propre à la PME. Le suivant est affiché à l'écran pour l'instant. Vous l'avez en primeur. C'est la couverture de celui qui va sortir ici tout début du mois de juillet. Il est parti à l'impression, donc il est encore tout à fait temps de vous abonner via le site Légal PME. On aborde un sujet important aujourd'hui, c'est les rémunérations alternatives. On parle beaucoup de la réforme fiscale au niveau belge, mais c'est encore l'occasion de voir finalement qu'est-ce qu'on peut octroyer aux travailleurs comme avantage. Il y en a plus qu'on le pense, il n'y a pas que les titres repas, il y en a toute une série. On fait le point pour vous à ce niveau-là. Voici les dates de nos prochains mini-webinaires. N'oubliez pas de les noter dans vos agendas. Au 7 septembre, on aborde un sujet qui est un petit peu moins abordé d'habitude, c'est les assurances de votre activité. Et en octobre, on aborde la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ben, c'est vrai qu'on l'applique souvent aux grandes entreprises cotées, mais c'est intéressant de la mettre dans les petites entreprises pour s'assurer qu'une entreprise tourne bien. Et puis, en novembre, ce sera le travail depuis l'étranger avec le nouvel accord cadre de l'Union européenne qui permet une certaine flexibilité à ce sujet-là. Si vous n'avez plus de questions, ben, il me reste tout simplement à vous souhaiter un très bon appétit et on se dit à bientôt, en tout cas au mois de septembre, pour notre prochain midi-webinaire. Au revoir.